On ne va pas se fâcher, deuxième sujet de débat et des investisseurs qui demandent, on l'a vu hier, un surcroît de rémunération pour prêter. Donc voilà, donc l'État français qui a réussi à s'endetter, 11 milliards d'euros, mais sans difficulté, mais un peu plus cher, voilà. Et donc preuve que la France, manifestement, attire toujours les investisseurs. Est-ce qu'il n'est pas en train de dramatiser trop la situation, là, François Bayrou, sur les risques, sur le danger, quand on voit que, OK, au lieu de s'endetter à 3,5%, on s'est endetté à 3,57%. C'est plus cher, c'est chiant, etc. Mais est-ce qu'il ne surdramatise pas alors qu'on voit que la France, c'est toujours attractif sur les marchés? Non, mais c'est certain. C'est certain. Alors, le problème, c'est que dès que vous commencez à nuancer les propos du Premier ministre, on peut considérer qu'on dit que ce n'est pas grave la dette. Non, si. Là, on est, et ça a été rappelé dans la première partie, même si ce n'était pas le sujet français par Christian, qu'on a effectivement une dérive de nos finances publiques. Et on ne comprend pas pourquoi on a 6% de déficit alors qu'on n'est pas en récession aujourd'hui. Normalement, on a 6% de déficit quand on est en récession. Ce n'est pas le cas. Donc, on a une dérive de nos finances publiques. On n'a pas de plan pour y arriver. Donc, effectivement, ça devient inquiétant, mais on ne doit pas dramatiser. Parce que la situation n'est pas grave. Mais si, elle est grave, mais elle n'est pas mortelle, comme il dit. Il y a des solutions à cela. Il y a des solutions techniques et il va falloir que les citoyens les comprennent. Mais dire aux citoyens, vous n'avez pas le choix, c'est comme cela, et il va falloir m'écouter, et on va ensuite faire 44 milliards sans savoir d'où sortent les 44 milliards, à mon avis, ce n'est pas la bonne façon de dire les choses. Et plus vous dramatisez, plus les citoyens vont être d'un côté très prudents. Qu'est-ce que ça veut dire la prudence? J'épargne. Et quand j'épargne, il y a moins de consommation, donc il y a moins de recettes, donc ça creuse le déficit. Plus vous commencez à dire c'est la fin du monde, quand le Premier ministre d'un pays le dit, les investisseurs se disent tiens, il a peut-être raison, donc qu'est-ce que je fais? J'augmente les taux. Ouais, on ne comprend pas pourquoi il tient ce discours-là aussi dramatique. Il faudrait dire on est dans une situation sérieuse, il faut faire 120 milliards, on va peut-être discuter avec Christian, nous à l'OFCE, on a chiffré, c'est 120 milliards d'efforts qu'il faut faire au cours des 5 prochaines années. Vous voyez, 120 milliards, c'est ça qu'il va falloir expliquer aux Français. Donc c'est pas 44, le 44, on s'en fout, c'est 120. Et ensuite, on peut dire... Sur 5 ans, donc même 120 divisé par 5, ça fait 24. Ouais. Donc on pourrait très bien dire, faisons-le de façon linéaire, 24. On peut en faire 24, un peu plus. C'est ce que propose le Parti socialiste. Ben oui, mais on peut dire, attention, il y a 2027 dans les 5 ans, donc allez, quand il y a une élection présidentielle, on en fait souvent moins, donc prenons un peu de marge, donc commençons à en faire plus. Mais c'est ça qu'il faut dire aux Français, c'est qu'il y a un effort, et ne vous attendez pas à une année d'effort, c'est 5 ans d'effort, de façon structurelle, c'est-à-dire qu'on n'y revient pas, mais on a un plan. Et ce plan-là ne remettra pas en cause non plus la croissance de demain. On va continuer à investir. Il augmente les impôts, Éric Heyer, à l'OFCE? Moi, je pense qu'on est dans cette situation-là et c'est la pédagogie qui n'a pas été faite selon moi. Pourquoi on avait 3% de déficit en 2017? Pourquoi on est passé à 6 alors que les autres l'ont à peu près stabilisé? Parce qu'on a baissé les impôts. Parce qu'on a fait des aides pour tout le monde. On a fait des impôts, mais on a fait des aides pour tout le monde. Le bouclier énergétique, il était pour tout le monde. La crise sanitaire, c'était des aides pour tout le monde. Donc il faut que tout le monde participe au remboursement. Vous voyez. Bon, et donc, une fois que vous avez dit ça, il faudrait dire les 120 milliards qui est le remboursement, combien pour les plus riches, combien pour les actifs, combien pour l'État, combien pour la sécurité, on donne les chiffres. Et pour les entreprises ? Et combien pour les entreprises? Mais bien sûr, il faut, il faut que tout le monde participe. Une fois que j'ai dit que tout le monde y participait et de combien au cours des 5 ans, je trouve l'instrument. Est-ce que c'est un impôt? Est-ce que c'est une dépense publique? Peu importe. Mais si vous allez chercher les plus riches, par la dépense publique, moi je n'ai pas la dépense publique qui permet de... Mais en fait, il faudrait arrêter de parler de l'instrument, il faudrait dire quel est l'effort qu'on va demander aux riches, quel est l'effort des retraités, quel est l'effort de l'État, les collectivités, et ensuite je trouverai l'instrument pour leur prendre, donc, mais ça viendra à la fin. Bon, j'ai vu Christian prendre des notes, ça arrive rarement. Christian a pris des notes. Sur quoi? Bon. Peut-être qu'il a fait sa liste de courses pour ce soir quand il prend du Ruinart ou du Roderer, et peut-être qu'il a noté. Il faut se replacer dans la situation politique. Si on avait... On est d'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'il y a des Non, mais je reviens. Globalement. Non, mais... Sur les 120 milliards à 5 ans, je le dis moi aussi depuis plusieurs mois, donc ce n'est pas le sujet. La question, c'est la qualité du débat politique. Si on avait à l'Assemblée la même qualité de débat que celle qu'on a là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on soit capable de dire 57 points de dépenses publiques, mais avec une éducation à la dérive, des problèmes de sécurité sur le territoire. Pour la première fois l'année dernière, dans la note d'attractivité de la France,
a été intégrée la montée de l'insécurité. Donc, si on avait une bonne qualité de dépenses publiques, on aurait une situation de l'activité globale qui soit différente. Mais ce débat-là, on ne peut pas l'avoir au Parlement. Au Parlement, actuellement, c'est soit l'offre Bayrou, on coupe 44 milliards, soit les salauds de riches, il faut les tondre. Or, moi, ma préoccupation, c'est le long terme. Si on veut donner une chance à la jeunesse, moi je suis prof, en face de moi, depuis 40 ans, j'ai des gamins de 22 ans, 25 ans. Qu'est-ce qu'on leur dit? Donc la question fondamentale, c'est comment on fait en sorte que la France retrouve une croissance équilibrée suffisamment forte pour donner non seulement de l'emploi, mais de la prospérité à tout le monde. Personne ne peut être contre, là. Non, mais c'est pas ça. C'est même Éric, on ne pose même pas le sujet comme ça. Saint-Étienne. Non, mais il faut commencer à voter. Il faut commencer à poser voter. Le débat de cette façon. Bien voter. Pour pouvoir ensuite faire le travail qu'évoque Éric. Donc, s'il n'y a pas un débat sur ce thème, et si vous commencez comme ça, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi on n'a pas d'activité? On parlait du taux d'activité avant le début de l'émission, le taux de participation. Et on se parle un peu, c'est vrai qu'on se parle un peu. Et donc, quel est le problème? Le problème, c'est qu'en France, nous avons 6 000 ETI, les Italiens en ont 10 000, les Allemands 15 000. Si on veut développer les PME et les ETI pour augmenter le taux d'emploi, il y a quand même pas mal d'études qui montrent que si on augmentait significativement le taux d'emploi, ça réduit mathématiquement les dépenses parce qu'on ne verse plus d'allocations. Ça prend du temps. Non, mais justement... Là, nous, on est quand même dans l'urgence. Non, mais justement, c'est là où malgré tout, on a un point d'accord majeur avec Éric, c'est que il faut donner de la prévisibilité à 5 ans. Si ce que je dis, c'est inclus dans un plan à 5 ans, les marchés vont l'acheter. Donc, à ce moment-là... Sur quoi vous avez un désaccord? Non, sur ce sujet-là. Bayrou, il a tort ou pas de dramatiser? Non, je pense que Bayrou a tort de ne pas placer dans un plan à moyen terme. Alors effectivement, parce que lui, il a un horizon politique qui est de 3 à 4 mois. Donc il dramatise. Je pense qu'il prépare sa sortie pour les livres d'histoire. Donc c'est aussi compréhensible, les personnes. Mais à un moment donné, quel est le point de blocage? C'est qu'il n'y a pas de majorité stable, solide au Parlement. Si demain... Alors la question fondamentale, est-ce qu'une dissolution ramènerait une majorité stable? Non. Une autre solution qui va vous irriter fortement, c'est que le président de la République prenne ses responsabilités. C'est lui qui a fait... Oui, mais là, c'est sur le champ du politique. Là. Non, mais d'accord. Mais à un moment donné, on parle au marché financier. Tant qu'il y a un blocage politique total, c'est un élément clé de la défiance vis-à-vis de la France. Sur les efforts à faire, pardon, mais Éric, vous penchez plus sur des hausses d'impôts sur les entreprises et les riches, si je vous caricature. Non, j'ai pas fini ce que je voulais dire. Coupe dans la dépense publique. Non, j'ai pas coupé sur la dépense. J'ai dit simplement, si la solution dans ce contexte, c'est de doubler le nombre de TI, pour faire simple. Doubler le nombre de TI, c'est des chefs d'entreprise PME qui portent leur entreprise de 100 à 1000 salariés. Très bien. Ils peuvent le faire dans les secteurs en forte croissance sur 3, 4, 5 ans. D'ailleurs, c'est le même horizon que celui qu'on évoque. Mais si vous leur dites, salaud de riche, si tu portes ta boîte de 100 à 1000, à l'arrivée, on va te cogner. Est-ce qu'ils vont faire l'effort? Salaud, cogné, c'est belliqueux. Donc, non, mais c'est ce que dit le Parti Socialiste, c'est ce que dit LFI, c'est ce que dit Mélenchon. C'est ce que dit votre parti, Éric. Donc laissez-moi terminer. Donc, la solution de nos problèmes, ce n'est pas d'avoir un discours sur les salauds de riches, c'est plutôt de donner l'envie d'investir. Et dans ce contexte, et je termine par là, la réflexion sur la fiscalité, elle doit distinguer très nettement la fiscalité sur les revenus de la fiscalité sur les patrimoines. La fiscalité des revenus, ça ne me choquerait pas dans un plan d'ensemble, à nouveau sur 5 ans, où on fait tout pour développer l'investissement, on fait les 120 milliards préannoncés de manière intelligente, si dans ce contexte, on dise, et c'est là où ça va être désagréable, si on dit pendant 3 ans, on sous-indexe les dépenses de protection sociale, on fait inflation moins 1% sur les retraites et d'autres éléments de protection sociale, et si dans le même temps, on a mis en place un impôt sur le revenu minimum de 22% actuellement, ça ne me choquerait pas qu'on dise, pendant les 3 ans où on fait inflation moins 1% sur la protection sociale, le taux de 22, il passe à 25. Ouais. Et là, c'est pas incohérent avec la nécessité d'augmenter le nombre de TI. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'Éric, il s'est largement bourgeoisé.
Ça ne vous dérange pas qu'on gèle, parce que inflation moins 1%, c'est un gel des pensions de retraite et des prestations sociales. Ça ne dérange pas Alors, je vais vous... non, mais je vais vous expliquer. Non, alors, encore une fois, moi... Non, keynésien. Il faut se souvenir... Quand on a parlé des hausses d'impôts sur les plus riches, j'étais là, ouais, je ne sais pas trop. C'est pas... Aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, le débat est pollué par l'instrument. On parle un jour d'une hausse d'impôt sur les riches, et les riches disent « mais pourquoi moi ?» Alors tiens, on va chercher les retraités disent « pourquoi moi ?» Tout le monde fait un effort. Et bien voilà, donc il faut parler le même jour et pas parler d'instruments. Entre nous, si on dit sur les 120 milliards, j'invente le chiffre, il y en a 30 sur les retraités, 20 sur les plus riches, et puis 20 sur les collectivités. 20 sur les collectivités, ok. Mais voilà, on s'est réparti sur 5 ans. Oui, le retraité, quand on dit, alors on a dit combien pour les retraités? 30 milliards, d'accord. Les 30 milliards, qu'on leur dise, on désindexe, comme le propose Christian. Et donc, c'est une baisse de la dépense et de leurs revenus. Et on n'augmente pas ta fiscalité. Ou, je t'indexe, mais par contre, j'augmente la CSG. Vous pensez que ça leur... c'est peu importe. Et ce qu'ils veulent savoir, c'est de combien ils vont contribuer. Est-ce que c'est une hausse de CSG sans toucher à leurs revenus ou baisser les revenus? Donc moi, je pense qu'effectivement, puisqu'on a été beaucoup trop généreux, notamment pendant l'épisode énergétique, le bouclier énergétique, ça a été une catastrophe pour moi. Vous voyez pourquoi c'est une catastrophe? 40 milliards, le coût, j'ai plus... Un peu plus de 40 milliards. Pourquoi c'est une catastrophe? C'est que ça a coûté très cher. On n'a pas ciblé, puisqu'un bouclier, ça ne cible pas, tout le monde y avait droit, voilà, et personne n'a l'impression d'avoir été aidé. Vous voyez, vous pouvez me dire de combien vous avez été aidé pendant le bouclier énergétique? Non. Il faut faire un raisonnement très compliqué. S'il n'y avait pas eu de bouclier, alors quand je vais dans un supermarché, les prix ont bien augmenté, mais s'il n'y avait pas eu de bouclier, les prix auraient encore plus augmenté, donc c'est cette différence qui revient dans ma poche. Ouais. Trop compliqué. Donc là, on ne sait pas, personne n'a l'impression d'avoir été aidé. Quand on leur dit, il faut rembourser, tu dis, ah, c'est pas moi, va chercher le mistigré chez les retraités chez les plus riches. Donc ça va pas, d'accord? On n'a pas ciblé, ça a coûté cher, il faut rembourser. Et ce remboursement-là, il n'est pas accepté parce qu'il a été mal expliqué. Il faut bien l'expliquer et ensuite l'instrument, peu importe.